Enfin, c'est sympa pour ceux qui sont là. Là, je vais faire plus rapide. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous trouver aujourd'hui pour le parcours de la transformation. Aujourd'hui, c'est le premier atelier d'une série de 9. On est en format mixte, c'est-à-dire que il y a du présentiel, donc face à moi, il y a à peu près une vingtaine de personnes, et du distanciel. J'espère que ce format mixte va vous convenir. Je ne vous cache pas que j'ai déjà fait l'introduction parce que la visio n'avait pas démarré. Donc, je refais une deuxième fois cette introduction, mais on fera mieux pour les fois d'après et je m'excuse pour les personnes qui sont dans la salle. Moi, dirigeant leader de la transformation, c'est le premier thème de cet atelier. Il va y avoir 9 dates et en fait, il y a 3 thèmes. Pourquoi 3 thèmes? Donc, la transformation, nous l'avons tous les 3, c'est-à-dire Jean-François Marvaux qui m'accompagne, spécialiste de la transformation des entreprises, et Philippe Barré, expert comptable. Nous avons tous les trois jugé que pour cette saison 1 de la transformation, parce que j'espère qu'il y aura plusieurs saisons, jugé que 3 thèmes s'imposaient. Le premier, pour imaginer la transformation de son cabinet, il faut prendre du recul. Et nous, experts comptables, on doit avoir une posture de dirigeant. Donc, les 3 premières dates concernent les dirigeants d'entreprise et sa stratégie. Parce que pour transformer son cabinet, il faut savoir où nous voulons aller. Et 3 ateliers, c'est certainement pas de trop. Une fois que nous savons où nous voulons aller, la deuxième étape, c'est avec qui et comment on transforme nos collaborateurs. Donc, les 3 ateliers suivants concernent le management de nos collaborateurs. Comment on fait pour les amener avec nous à l'endroit que l'on a déterminé. Et le dernier thème, donc les 3 ateliers suivants des 9 dates, une fois donc qu'on a sa stratégie, une fois que l'on sait avec qui nous y allons, eh bien, le 3e thème, c'est comment vendre. Alors, je sais bien que vendre, hein, c'est un gros mot chez les experts comptables, mais je le dis à dessein. Donc, comment on fait pour vendre? C'est assez compliqué, je trouve, pour nous, experts comptables, parce que ce n'est pas du tout notre culture. Notre parcours de la transformation, donc aujourd'hui, le thème et le plan. Je vais vous présenter brièvement le parcours de la transformation. Philippe Barré va nous expliquer brièvement l'environnement de la profession et pourquoi nous sommes amenés à nous transformer. Et ensuite, Jean-François nous expliquera comment on devient dirigeant. Ou est-ce qu'on l'est déjà? Quels sont en fait, quels dirigeants sommes-nous? Et on vous laisse la parole. Cet atelier dure 1h30. On vous fait une présentation pendant 1h15 et on se laisse un quart d'heure pour les questions de la salle ou les questions qui sont en distanciel. Vous avez un chat à votre disposition et on essaiera d'y répondre pour le mieux. Le parcours de la transformation, donc c'est 9 ateliers comme je vous l'ai dit. On a fixé un mardi, comme ça on appelle ça les mardis de la transformation, et c'est un mardi par mois jusqu'en juillet 2022, de 9h à 10h30. On vous a mis toutes les dates là, si vous voulez bien toutes les noter dans vos agendas. Donc la prochaine date, c'est la nouvelle offre, le business model, le 19 octobre. Ensuite, c'est construire la stratégie et le plan d'action du cabinet, le 9 novembre. Et puis après, vous avez le 14 décembre, le 11 janvier, le 8 février. Curieusement, nous n'avons pas mis de date en mars-avril. Je ne sais pas pourquoi. Et on se retrouve au mois de mai, après en juin et en juillet. J'en ai fini pour cette introduction, pour cette présentation, et je vais passer la parole donc à Philippe Barré qui va nous expliquer brièvement, Philippe, hein, c'est ce qu'on a dit, la profession aujourd'hui. Bonjour à tous.
Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement la situation de la profession aujourd'hui. L'objectif est de comprendre, en fait, pourquoi il faut commencer à travailler la transformation du cabinet, tout simplement parce que notre environnement se transforme et que si on a envie de continuer à évoluer dans cet environnement qui bouge, ben, il faut qu'on bouge aussi. D'accord? Donc, c'est tout simple. Donc, essayons de comprendre pourquoi ça bouge et comment ça bouge. Alors, on va commencer par le nerf de la guerre, les sous, le chiffre d'affaires dans la profession. Donc, une étude a été faite il y a à peu près 1 an, donc par le think tank Les Moulins. Auprès de la profession, on a demandé à la profession de nous indiquer la répartition du chiffre d'affaires aujourd'hui. Autrement dit, on leur a demandé, on a interrogé essentiellement des cabinets de moins de 50 collaborateurs, mais qui représentent quand même l'essentiel de la profession. On leur a demandé la répartition de leur chiffre d'affaires. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2/3 du chiffre d'affaires qui correspondent aux missions comptables. 44%, c'est de la tenue, 19%, c'est de la révision. À cela, on ajoute 13-14% de paye. Et puis après, on a des missions comme le juridique, les missions d'accompagnement, etc. Donc, gardons en tête qu'à aujourd'hui, on a les 2/3 du chiffre d'affaires qui sont de la comptabilité et 14% de plus. C'est-à-dire que quand on ajoute comptabilité et sociale, on est à 75% de notre chiffre d'affaires. Ce qui, entre nous soit dit, ne doit pas être très différent de ce que vous vivez les uns et les autres, mais c'est intéressant de l'avoir en tête pour la suite. Ensuite, on a demandé aux mêmes experts comptables de nous dire comment ils voyaient l'évolution de leur chiffre d'affaires à eux dans les prochaines années, dans les 5-7 ans qui viennent. Parce que souvent, on demande comment vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires de la profession. En fait, la question, personne ne sait y répondre, puisqu'en fait, ils ne savent déjà pas l'évolution du chiffre d'affaires du voisin. Donc, comment ils pourraient deviner l'évolution du chiffre d'affaires de la profession d'un point de vue macroéconomique. Donc, on a demandé comment vous, dans votre cabinet, vous pensez que le chiffre d'affaires évoluera dans les prochaines années à la suite de l'automatisation. Et en fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'il y a 27% des experts comptables qui indiquent qu'ils estiment que leur chiffre d'affaires aura une baisse, enfin subira une baisse significative de plus de 25%, de plus de 20%, pardon. D'accord? Donc un expert comptable sur 4 estime que son chiffre d'affaires va baisser de plus de 20%. Ensuite, on a pareil, dans la même enquête, on a 38% des experts comptables qui ont indiqué qu'ils estimaient qu'ils auraient une baisse de chiffre d'affaires de 0 à 20%. On a ensuite un quart des experts comptables, 24%, qui estiment qu'il y aura une stagnation de leur chiffre d'affaires. Et enfin, 10% qui estiment qu'il y aura une augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc tout ça pour dire que si on fait la somme des 27 et 38, on arrive là encore aux 2/3. Les 2/3 des experts comptables estiment qu'ils auront une baisse de leur chiffre d'affaires du fait de l'automatisation. Ça, c'était une question qui a été posée en 2020, fin 2020. 70% des experts comptables estiment qu'il y aura une baisse, alors que seulement la moitié des collaborateurs partagent ce sentiment. Ce n'est pas qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de baisse, c'est que l'explication qu'on en a, c'est qu'ils n'ont pas conscience de l'évolution de l'environnement de la profession, de l'évolution de la demande des clients, de l'arrivée de la facture électronique, etc., etc. Donc, n'ayant pas conscience de ce qui va se passer, ils n'ont naturellement pas conscience des conséquences que cela aura pour eux. Et à cela, il faut ajouter évidemment l'impact de la facture électronique qui n'était pas très clair quand on a posé la question il y a à peu près 1 an et demi, puisque à l'époque, on n'avait pas encore tous les textes, on n'avait pas le rapport de Bercy qui nous expliquait comment ça allait se passer, et on parlait de la facture électronique un peu comme on parle du monstre du Loch Ness. Vous voyez, c'est un truc, bon, on sait que ça va arriver, on sait que quelques-uns en ont déjà entendu parler, il y a des pays qui l'ont vu, mais nous, voilà. Bon, maintenant, ça devient hyper concret. On a eu, comme vous l'avez vu, des textes qui sont sortis. Maintenant, les dates sont officielles. On a eu une ordonnance qui est sortie la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, qui a légèrement modifié le calendrier. Je reviens. Oui, je t'interromps juste 2 secondes, Philippe, comme ça, c'est un peu plus vivant et c'est sympathique. Et donc, la facture électronique, hein, c'est l'article 153 de la loi de finances de 2019. Je fais exprès de le dire parce que nous, les experts comptables, on adore les articles de la loi de finances.
pourquoi je dis ça? C'est un chantier donc qui est piloté par l'administration fiscale, donc c'est pas du tout piloté par le secrétaire d'État au numérique, hein. Et pourquoi c'est piloté par l'administration fiscale? Parce que c'est un outil de lutte contre la fraude et l'objectif, alors dans les textes, vous verrez que l'objectif premier de l'administration fiscale, c'est de réduire les coûts de la facture. Ils se sont rendus compte qu'une facture, ça coûtait 20 €. Ils ont fait des tests dans les entreprises du CAC 40, ça coûtait 20 €. Mais le vrai objectif, c'est la déclaration pré-remplie de TVA. Il y a l'écart de la fraude fiscale et ce qu'on appelle l'écart de TVA. Donc, dans les statistiques nationales, le manque à gagner en termes de TVA, je crois que c'est entre 11 et 15 milliards par an. Et donc, l'objectif, c'est de retrouver cette TVA-là. Vous savez que la facture électronique, elle est en place en Italie. La facture électronique, elle est en place dans tous les pays du monde qui sont sujets à beaucoup de fraude fiscale. 2004 au Mexique et 2019 en Italie. En Italie, au bout d'un an et demi, on interrogeait un expert comptable italien qui nous disait « Je fais plus de saisie et ma déclaration de TVA est pré-remplie par l'administration fiscale italienne ». C'est ça l'objectif. Quand peut-être qu'on s'est croisés aux universités d'été, on vous a donné comme première date de facture électronique au 1er janvier 2023. Entre-temps, l'administration fiscale, sous pression des entreprises du CAC 40, puisqu'il y a des problèmes techniques, ont décalé la date. Donc, la première date, c'est 1er juillet 2024. Alors, j'adorerais que nous, les experts comptables, on ne procrastine pas trop parce que la facture électronique va être chez nous comme un peu la DSN. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la DSN dans nos cabinets. Il y a eu quand même quelques problèmes techniques. Et nous, experts comptables, on va avoir à gérer à partir du moment où il y aura la facture électronique, des problèmes techniques. L'année 2024, qu'est-ce qui va se passer dans nos cabinets? Nous aurons l'obligation de recevoir les factures de 300 grosses entreprises en France. Donc, on aura toutes les factures de Orange, de Engie, de qui vous voulez en format électronique. On aura aussi sur nos dossiers des formats papier, des formats aussi à aller chercher sur des plateformes. Ça va être le BINS pour acquérir cette donnée-là. Et donc, on va être excessivement sollicité sur le plan technique. Mais il ne faut pas perdre le vrai sujet qui est la transformation de nos cabinets. Et donc, 1er janvier 2026, pour la facture électronique, ça sera l'ensemble des entreprises. Voilà pourquoi ce parcours de la transformation. C'est-à-dire qu'on est persuadé que tous nos process vont changer et que ça va être compliqué. Philippe l'a dit, notre chiffre d'affaires, à nous dire, nous experts comptables, hein, nous experts comptables, nous pensons que notre chiffre d'affaires va baisser. Peut-être qu'on se trompe tous, hein. En tous les cas, s'il ne baisse pas, c'est sûr que notre métier change. Et donc, la vraie question est, si on ne fait plus de tenue, si on ne fait plus la TVA, si on ne fait plus l'alias fiscal, qu'est-ce qu'on fait? Merci Virginie. Donc, elle a cramé les 2/3 de mon intervention. Mais bon, absolument pas. C'est un plaisir. Donc, disais-je, pour juste rebondir un mot, en gros, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 44% de l'activité des cabinets qui était de la tenue. Dans l'étude des moulins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est gratuite, téléchargeable sur Internet gratuitement, on a identifié qu'il y avait 46% de cette mission de tenue qui étaient des tâches qui allaient, dans les 5 ans, être remplacées soit par des logiciels d'automatisation, soit par la facture électronique, qui est quelque part un logiciel d'automatisation. Donc, pour arrondir, vous excuserez les pouillèmes d'écart, mais on a 50% de 50% de notre chiffre d'affaires qui va être automatisé. Donc, ça veut dire que très concrètement, dans un premier temps, si on ne s'intéresse qu'à la compta, on a dans les 5 ans 25% de notre chiffre d'affaires qui vont être un peu déstabilisés. OK ? Donc, ça veut dire qu'on aura du mal à expliquer aux clients qu'on maintient notre tarif si, évidemment, il y a 50% de l'activité de tenue qui est automatisée.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'effet domino, comme je viens de vous l'expliquer. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe? La facture électronique et les logiciels d'automatisation vont banaliser la mission traditionnelle. On aura du mal à la maintenir au niveau où elle est, puisqu'elle va être faite par des outils. Mais du coup, on va gagner du temps. Et quelque part, évidemment, les clients demanderont à payer moins pour la même chose. Mais du coup, en même temps, les collaborateurs auront moins de travail, puisqu'il n'y aura plus de saisie, plus de déclaration de TVA. À partir de là, si on analyse de l'autre côté, côté client, qu'est-ce qui se passe? Les clients vont être plus exigeants. Ils ne voudront plus payer le même prix pour avoir une prestation qui est faite par un logiciel. Mais ils voudront autre chose. Ce qui veut dire que le modèle traditionnel du client qui apporte ses pièces comptables qu'on saisit à la main et on sort le bilan, l'alias fiscal 5 mois après la clôture de l'exercice et on relance le client tous les mois pendant 1 an, c'est fini ça. Donc, ça veut dire que le seul et unique moyen pour satisfaire les clients d'une part, pour occuper les collaborateurs d'autre part et pour maintenir le chiffre d'affaires de troisième part, c'est de développer les nouvelles missions. D'accord? C'est de proposer autre chose. Alors, on ne va pas faire de la RSE ou de la cybersécurité ou de la gestion de patrimoine tous. Moi, à titre perso, je suis incapable de faire aucun des trois. Donc, soit j'arrête tout, je prends ma retraite, mais c'est un peu tôt parce que je suis beaucoup plus jeune que j'en ai l'air. Soit je trouve des missions que je suis capable de faire et que les clients veulent acheter. Et donc pour ça, très concrètement, ça veut dire qu'il faut repenser le cabinet, son rôle, son utilité, à quoi il sert, ce qu'on appelle la création de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients pour continuer à bosser avec nous, pour maintenir notre chiffre d'affaires, pour occuper nos collaborateurs et pour satisfaire nos clients. C'est ça l'enjeu de toute la transformation du cabinet. OK? Donc jusqu'à maintenant, comme disait Virginie, on a eu la DSN, on a eu la télétransmission, on a eu des quantités d'innovations technologiques, etc. Ça ne posait pas de problème. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que ça attaque notre cœur de métier. Ce n'est pas que ça le simplifie, c'est que ça le remplace. D'accord? Alors, il y a des gens qui ont parlé un peu du sujet, et notamment une certaine Virginie Roitman, je ne sais pas trop qui c'est, et elle a dit la chose suivante. Nous avons 5 à 10 ans pour changer l'ADN des collaborateurs. Nous leur avons demandé que la saisie soit faite pour la TVA et pour l'alias fiscal. On peut imaginer que l'alias fiscal n'existera plus dans quelques années. On aura des FEC mensuels. Alors là, un mot là-dessus, ce n'est pas dans les textes ça, mais c'est une évidence absolue. On a bien vu que l'évolution du FEC, c'est une généralisation de la normalisation des données de tous les clients. Donc, on a mis en place le FEC annuel en cas de contrôle fiscal depuis 2014, avec le contrôle de la comptabilité informatisée. Mais maintenant, on sait bien que l'évolution naturelle, c'est la suppression de tout le déclaratif. L'entreprise aura une sorte de data lake, sera une sorte de base de données, et l'État viendra se servir pour récupérer les FEC tous les mois, calculera évidemment grâce à la facture électronique, fera des contrôles automatiques de cohérence entre la compta et les factures électroniques échangées dans le mois, fera la déclaration automatique de TVA tous les mois et la contrôlera avec le FEC et se servira sur le compte bancaire. Ça, c'est peut-être pas dans 5 ans, c'est peut-être dans 7 ans ou dans 10 ans, mais c'est une évidence. Ce qui veut dire que toute notre activité déclarative et gestion réglementaire va se réduire de manière très significative. En conséquence de quoi, on a tous compris que dans 5 ou 10 ans, on ne fera plus beaucoup de déclarations de TVA. Dès aujourd'hui, il faut avoir conscience de cette passionnante évolution qui va bouleverser notre métier. Et à la même conférence, participait également Laurent Benoudiz, qui est donc l'actuel président de l'Ordre de Paris, qui disait, pareil, c'était en fait la suite de l'intervention de Virginie, et il disait « J'ai très peu d'inquiétude sur l'avenir ». Puis il a pris sa respiration, à condition que les professionnels acceptent que leur métier n'est plus de faire de la comptabilité, des déclarations de TVA et des liasses fiscales, mais d'accompagner les entreprises dans leur création, leur développement et leur transmission. Ce qui veut dire que on va changer de métier, mais finalement sans vraiment changer de métier, puisque, on en parlait encore hier en réunion, on a appris tous ces métiers d'accompagnement, on les a appris. Je veux dire, dans le DSCG depuis quelques années, on a des disciplines comme le management, comme le rapprochement, comme le contrôle de gestion, le budget. On l'a aussi en DCG. On a la compte analytique, le contrôle de gestion, le budget. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a jamais fait en cabinet ou très peu et dont les clients sont friands. Ils attendent de nous
qu'on les aide dans ces métiers-là. Ben, ça tombe bien, on aura plus de temps. Bon, évidemment, ça veut dire qu'il va falloir, je dirais, y aller, quoi. Donc, c'est pas facile, l'eau est froide et on n'a pas envie d'y aller. Mais une fois qu'on a plongé, elle est bonne. Une fois qu'on a, voilà. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'y mettre, qu'il va falloir se bouger. De manière très claire, notre ADN va changer. On va changer notre culture d'entreprise. On va s'intéresser plus aux clients et moins à l'État, plus au futur, moins au passé, plus à l'accompagnement qu'à la réglementation et au contrôle du ticket de parking qui nous manque de 15 €. On va arrêter d'enquiquiner le client pour les trucs qui ne servent à rien. On va faire notre vrai métier d'expert et de moins en moins notre métier de comptable. Pour conclure tout ça, il va falloir changer, c'est-à-dire que très concrètement, il va falloir s'adapter. Ce n'est pas facile, on le sait. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir embarquer l'équipe, il va falloir augmenter notre relationnel client, mieux les écouter pour mieux les servir. Et croyez-moi, pour les cabinets qui ont commencé déjà à faire tout ça, on s'aperçoit que très concrètement, les clients sont demandeurs et que le panier moyen d'un cabinet d'expertise comptable qui propose des missions d'accompagnement au-delà des missions traditionnelles de tenue et de respect de la réglementation augmente régulièrement. Et le fait de voir le client très régulièrement pour lui parler de son entreprise et pas de son grand livre fait qu'il a un autre regard sur nous. Donc, ça ne se fait pas en 10 minutes. On a prévu 9 ateliers et plein d'autres choses pour vous accompagner dans cette mutation, mais il faut y aller. Par contre, il y a un truc qu'il faut avoir en tête. Ça pique, je vous préviens. C'est un peu tôt, mais il faut y aller. Et ça, c'est… Ah. Voilà, on a même le logiciel, voilà. Ça veut dire que très concrètement, il y a un vieux proverbe en conduite du changement qui dit on commande toujours par balayer un escalier par le haut. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'avant de vouloir changer les collaborateurs, les clients, les logiciels, les outils et tout ce qui va autour, l'environnement, l'État, les diplômes, enfin tout, il faut que soi-même on s'y mette. Et ça veut dire que soi-même, si on veut que la transformation du cabinet se passe bien, il faut que soi-même on soit prêt, que soi-même on soit, comment dirais-je, d'attaque, qu'on ait les bonnes postures, qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on sache comment on se positionne par rapport à ce projet de transformation pour qu'on puisse engager ce projet et être le leader de la transformation, le responsable, le pionnier, tout ce que vous voulez de la transformation du cabinet. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut que vous preniez les rênes et pour ça, il faut que vous ayez la posture de quelqu'un qui a les rênes pour cette transformation. Et donc, du coup, voilà. Je vais passer la parole à Jean-François qui va vous expliquer précisément ce qu'est un dirigeant et comment prendre cette posture. Merci Philippe. Effectivement, la vraie question, c'est de repenser le cabinet et de créer de la valeur. C'est fondamentalement la vraie question que vous devez vous poser le matin en vous levant. Alors, on va considérer à partir de maintenant que vous êtes tous dirigeants d'entreprise, que vous avez tous la main sur votre cabinet d'expertise comptable et que c'est vous qui pouvez décider de ce que sera l'avenir de votre cabinet d'expertise comptable. D'accord ? Et on va travailler ensemble jusqu'à 10h15 sur 3 séquences. D'abord sur la notion de dirigeant. Qu'est-ce que ça veut dire être dirigeant aujourd'hui? La deuxième séquence sera, vous êtes dirigeant de fait, mais vous avez un style qui vous est propre et on ne conduit pas le changement en faisant table rase du passé. Et donc, on va s'appuyer sur quelles sont vos qualités de dirigeant. Et puis enfin, on terminera cette séquence avec comment est-ce que je développe du leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend parfois que c'est inné. Il y en a qui sont de naissance, de manière innée, ils ont du leadership. Je crois que c'est vrai. On le voit dans la cour de récré. Il suffit mais c'est surtout aussi un vrai travail, une vraie réflexion sur soi, un vrai travail introspectif. J'en profite aussi pour vous dire que l'Ordre des experts comptables organise, c'est le cas aujourd'hui, ces ateliers de la transformation, mais il y a aussi tout un dispositif de coaching, de mentoring qui va vous permettre de vous aider à faire cette transformation. L'autre élément aussi que je veux dire, c'est qu'on est ici dans un atelier de sensibilisation. On a une petite demi-heure, 40 minutes ensemble pour traiter de ces 3 thèmes,
du dirigeant, de différents styles de dirigeants et puis du leadership. Régulièrement, il m'arrive d'accompagner des dirigeants dans des séminaires autour de ce que c'est que le leadership. On y passe 2 jours, 3 jours. C'est un vrai chemin introspectif. Donc aujourd'hui, c'est une sensibilisation à ces notions. C'est une première pierre. Vous êtes là probablement parce que vous vous inscrivez déjà dans cette dynamique. Il y a une forme de conscience par rapport à ça, mais il y aura à travailler de manière seule ou de manière accompagnée grâce à l'Ordre des experts comptables Île-de-France ou par d'autres biais. Philippe fait également beaucoup d'accompagnement tout au long de l'année auprès des cabinets d'expertise comptable. Donc, c'est important. Ne le faites pas seul. Comme l'a dit Philippe, c'est un vrai investissement personnel, c'est un vrai investissement pour l'entreprise, c'est un sujet de vie pour vous. Et c'est là-dessus qu'on va développer un certain nombre de choses ensemble. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est « Et vous ?» Comment vous pensez? Alors, pour cela, je voudrais que vous preniez votre téléphone portable, qui est bien sûr sur vibreur. Est-ce que vous voulez bien également, ceux qui sont à distance, prendre votre téléphone? Et ça va être à vous de jouer. Je vais vous demander plusieurs choses. D'abord, d'ouvrir votre navigateur Internet. Donc, vous prenez votre téléphone, n'est-ce pas? Vous vous mettez sur votre navigateur Internet et puis, dans la petite fenêtre recherche, vous tapez Slido, S-L-I-D-O, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Et normalement, vous allez tomber sur une fenêtre qui s'appelle Joining as a Participant, ce qui veut dire se joindre à nous comme participant. Vous voyez. Et il y a un Enter Code here, il y a un code à entrer. Et j'aimerais que vous rentriez le code 33 54 02. 33 54 02. Et normalement, vous allez tomber sur une fenêtre qui est « Et vous, vous êtes plutôt d'abord expert comptable et aussi chef d'entreprise, c'est-à-dire que vous vous voyez d'abord comme un expert comptable qui par ailleurs est chef d'entreprise, ou est-ce que vous voyez d'abord comme un chef d'entreprise et ensuite comme un expert comptable ?» Alors, pour cela, donc je vous demande une fois que vous avez dans votre moteur de recherche tapé Slido et que vous êtes sur la fenêtre Joining as a Participant, vous rentrez le code 33 54 02. Vous arrivez sur une fenêtre et là, vous sélectionnez 1 ou 2 en fonction de si vous vous sentez plutôt expert comptable et chef d'entreprise ou d'abord chef d'entreprise et expert comptable. Et les résultats à date, vous êtes 75 à avoir répondu, 80, ça monte, 87 les enchères, qui dit mieux, 94. Alors là, on est sur un 50-50. Je pense que d'ailleurs, vous pouvez aussi accéder, ceux qui ont répondu, vous avez accès aux réponses en temps réel. Voilà. Donc, il y a 105 personnes ici, dans la salle et à distance, 107 maintenant, qui considèrent à peu près à 50-50, d'abord comme expert comptable et chef d'entreprise, et l'autre partie de la population, de l'auditoire, comme chef d'entreprise et expert comptable. Bien, on est à 50-50. L'exercice, pour moi, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire, est-ce que je suis d'abord un expert métier et j'ai une entreprise, ou est-ce que je suis d'abord un entrepreneur qui fait de l'expertise comptable? Et être dirigeant aujourd'hui, c'est d'abord répondre à ces différents éléments qui sont sur la gauche. Il y en a 5. C'est mon statut, mon savoir, ma performance, mes relations et mon projet. Et le travail ici maintenant, c'est de dire, votre statut aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être un expert métier. Est-ce que vous vous percevez comme un expert métier? Ou est-ce que vous vous percevez comme un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui saisit des opportunités, quelqu'un qui considère l'autre comme son client, quelqu'un qui va plutôt être tourné vers son écosystème dans une recherche de développement de business. Et le statut d'entrepreneur est un statut très particulier. Et c'est vrai qu'on a l'occasion, Virginie, Philippe, de rencontrer beaucoup d'experts comptables qui se voient d'abord plutôt comme un expert métier, plutôt comme un entrepreneur. Juste un mot, pour connaître effectivement un peu la profession, je pense qu'il faut relativiser les 50-50 du diagnostic. C'est parce qu'en fait, je
conteste pas du tout que les gens aient effectivement répondu sincèrement 50-50, mais le fait que vous soyez déjà inscrit à cette formation, à cette réunion, montre que vous avez déjà réfléchi à votre rôle d'entrepreneur et que vous avez déjà cette problématique. Mais quand on regarde la profession dans son ensemble, on est plutôt sur 80-20 que sur 50-50. Oui, il y a le biais de votre présence ici et donc ce que j'évoquais en introduction, cette conscience que vous avez de la nécessité de changer et donc d'être plutôt dans cette logique-là. C'est un travail, hein. C'est un travail sur soi parce que derrière, ça veut dire aussi prendre des risques, hein. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques et on voit bien la différence qu'il y a lorsqu'on échange avec un expert comptable, lorsqu'il est chef d'entreprise et puis l'expert comptable salarié ou parfois associé et son statut, sa posture, son approche du business et de sa relation par rapport à son activité est différente. Et donc ça, c'est le premier élément. Travailler votre posture d'entrepreneur pour pouvoir être la locomotive qu'évoquait Philippe dans la transformation. Deuxième élément, le savoir. Le savoir d'un expert comptable, il va être, comme l'a évoqué Virginie, très normatif, autour des règles, autour des normes, autour d'un certain nombre d'éléments, de procédures, de méthodes, etc. On fait les choses d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'art du métier. Le savoir d'un entrepreneur, il n'est pas là du tout. Le savoir d'un entrepreneur, il va se traiter autour de l'évolution de son modèle économique, il va se traiter autour de l'évolution de son marketing, il va se traiter autour de l'évolution de son rapport commercial avec ses clients, il va se traiter autour de la digitalisation, il va se traiter autour d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de connaissance pour développer son activité qui ne sont pas liés au métier en tant que tel, mais qui sont liés à la fonction d'entrepreneur. Et donc là-dessus, vous avez un certain nombre déjà d'éléments. C'est vrai que dans le DSCG aujourd'hui, on apprend le contrôle de gestion, on apprend la conduite du changement, on apprend, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a un certain nombre d'éléments à connaître dans le métier de chef d'entreprise qui est différent de celui d'expert comptable. Et là aussi, c'est intéressant pour vous de revisiter quelles sont les briques que vous avez et quelles sont les briques qu'il faut développer. Troisième élément fondamental chez l'entrepreneur, c'est la performance et la notion de performance. Et là aussi, où est-ce que vous en êtes, vous, à titre personnel, dans la logique de performance de votre organisation et dans votre logique de performance à vous, et notamment dans le rapport entre vie personnelle et vie professionnelle. Jusqu'où vous voulez aller dans votre ambition de chef d'entreprise? Quelle performance vous voulez donner à votre organisation? À travers le chiffre d'affaires, à travers les parts de marché, à travers la rentabilité, il y a tout un tas d'éléments qui renvoient aux critères. Quels sont vos critères propres de performance et éventuellement, est-ce qu'ils sont partagés par vos collaborateurs? On verra également que dans la logique de transformation d'une organisation, vous devez vous changer en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, mais vous devez aussi faire évoluer vos collaborateurs. Et donc, ça nécessite un alignement au sein du système, un alignement que j'appelle du corps social, entre la manière de concevoir les choses par le dirigeant et la manière dont vos collaborateurs perçoivent cela. La performance est un élément fondamental. J'ai eu l'occasion, moi, d'échanger avec un expert comptable qui disait, voilà, moi, je suis seul avec une douzaine de collaborateurs. Je n'ai pas du tout l'intention de me développer. Je suis très bien comme ça. Voilà. Bon, est-ce que c'est partagé et comment ça s'inscrit dans une logique où demain, il va perdre 20% de chiffre d'affaires alors qu'il n'a pas du tout envie de bouger. Et il n'a pas envie de bouger, je l'entends très bien, parce que derrière, il dit, j'ai un équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, j'ai fait un long parcours pour arriver à ça, et aujourd'hui, j'ai envie de profiter. Bon, oui, enfin, en même temps, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous amène à être obligés d'évoluer constamment et donc à repenser cette logique de performance et d'équilibre. Quatrième élément, mes relations. Et alors là, vous êtes là avec l'Ordre des experts comptables Île-de-France, ça veut dire que vous travaillez votre réseau, vous travaillez votre influence autour de votre écosystème. Et les relations sont très importantes. Le chef d'entreprise, le dirigeant, c'est celui qui est tourné vers l'extérieur et qui développe ses relations. Donc, ça pose la question de comment est-ce que, en tant qu'expert comptable, dirigeant, je travaille à l'extérieur de mon cabinet, c'est-à-dire que je sors la tête du guidon pour aller développer du business. Et développer du business, là aussi, je ne sais pas si c'est un gros mot, peut-être, Virginie, tu pourras le dire, mais développer du business, aller chercher du client, etc., c'est une approche chez les experts comptables qui n'est pas si évidente que ça. Et ce n'est pas évident parce que au début, quand j'ai commencé le métier, on avait l'interdiction de faire de la publicité, de se commercialiser. Donc, pour les experts comptables de ma génération,
Alors, je suis plus jeune que Philippe, mais on a à peu près le même âge, hein. Non, c'est vrai, Philippe, on a, je crois, 6 mois d'écart. Bon, on nous apprenait qu'on n'avait pas le droit de faire de publicité. Donc, on a cet ADN-là. Alors, évidemment, donc c'est possible depuis, je crois, 10 ou 15 ans, hein. Ça s'est libéralisé, le fait de faire de se promouvoir il y a 10 ou 15, 2007. Voilà. Donc, 2007, ça fait combien? 14 ans, 10 ou 15 ans, 14 ans. Mais beaucoup sont restés avec cet ADN-là, où de toute manière, on n'est pas là pour se vendre et se promouvoir. Et là, c'est quelque chose on a des progrès à faire. Oui, et d'où les thématiques des ateliers, des 9 ateliers du mardi de la transformation. Enfin, dernier élément, c'est mon projet. Quel est votre projet et comment vous vous inscrivez dans un projet, c'est-à-dire finalement dans 5 ans, dans 3 ans, quelle réalisation vous voulez voir mettre en œuvre pour vos cabinets d'expertise comptable. Donc, quel est votre projet personnel et comment ce projet personnel s'inscrit dans un projet professionnel. Voilà, donc ça, ce sont, vous voyez, 5 points à travailler, à formaliser et à éventuellement ensuite communiquer avec vos collaborateurs, notamment sur ces notions de performance, de projet et de savoir. Et donc tout ça, ça nous amène à nous dire, on a des compétences, vous avez des compétences actuelles, d'accord, un certain nombre de compétences, de business plan, de finance, etc. Mais vous avez aussi des compétences futures à acquérir, la commercialisation, le marketing, la digitalisation, pardon, les modèles économiques, la GPEC, le management, enfin, il y a tout un tas d'éléments nouveaux à acquérir pour pouvoir passer de cette posture d'expert métier vers une posture de dirigeant. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la slide d'après. Merci. Hop là, voilà. À partir de là, vous êtes dans ce cheminement intérieur de transformation de « je suis un expert métier » pour aller vers la posture d'entrepreneur, mais vous exercez aujourd'hui votre métier de dirigeant à travers votre, j'allais dire, ce que vous êtes, hein, votre personnalité. Et donc, ce que je voudrais, c'est vous indiquer le fait qu'il faut s'appuyer sur ce que vous êtes. Comme je l'ai dit, on ne change pas en faisant table rase, on change en s'appuyant sur vos qualités, vos défauts, bref, un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, vous réussissez dans votre métier. Et si je prends les travaux de Carl Gustav Jung, qui a donné naissance au MBTI, on peut avoir un panel de références de types de dirigeants autour de 5. Le professeur, le propulseur, l'organisateur, le gestionnaire et le stratège. Et je voudrais là vous inviter en 3 minutes à vous positionner pour savoir, forme d'auto-évaluation, comment vous êtes en tant que dirigeant. Alors d'abord, le professeur. Le professeur, c'est le sachant. C'est celui qui maîtrise la théorie, c'est celui qui connaît les règles, qui connaît les normes et qui, en général, considère l'autre dans sa légitimité parce qu'il est également un sachant. Et on retrouve chez les experts comptables, dans le secteur des experts comptables, beaucoup de dirigeants qui sont dans cette logique, qui est tout à fait lié à l'ADN qu'on évoquait tout à l'heure, à l'ADN de votre profession. C'est pareil chez les notaires. On va retrouver ça également beaucoup dans le corps médical, chez les médecins, etc. Les scientifiques, bien évidemment. Le savoir à travers la connaissance du métier est un élément fort. Deuxième élément, le propulseur. Le propulseur, lui, il est dicté par l'action. Lui, ce qui l'anime, c'est la relation. Ce sont les autres, les hommes, et l'action. Le premier est dicté par la connaissance, le deuxième propulseur est dicté par l'action. Donc j'ai eu l'occasion de voir au sein de l'Ordre des experts comptables Île-de-France quelques personnalités qui étaient plutôt des propulseurs. C'est très intéressant d'ailleurs d'analyser, lorsque vous avez un peu l'œil, d'analyser la typologie, la personnalité des gens, donc vous êtes propulseurs. Et vous avez parmi les experts comptables, les dirigeants, des gens qui sont dans cette logique. On réalise, l'action est le moteur de leur quotidien. Troisième typologie de dirigeant, c'est l'organisateur.
L'organisateur, c'est quoi? C'est celui qui planifie l'agenda. Si vous avez un agenda, 2 ou 3 agendas dans la poche, moi je connais un dirigeant, il a 2 agendas dans la poche. C'est intéressant et il jongle avec ces 2 agendas. Et c'est son agenda qui dicte son organisation personnelle, la manière dont il structure la semaine, le mois, etc., son travail, les activités du cabinet sont dictées par l'agenda. Là aussi, on a pas mal. Alors, je sais bien que la profession, le métier vous contraint évidemment, le reporting, les périodes, etc., la TVA, la fin de mois, la paye, enfin, il y a, voilà. Donc, l'agenda est très contraignant. Bon, mais il y en a pour qui c'est une contrainte et puis il y en a au contraire pour qui c'est un plaisir. C'est-à-dire que l'agenda, voilà, exact, c'est rassurant. Alors, le dirigeant organisateur, l'agenda est un élément de réassurance. Mais pour le propulseur, l'agenda peut être un élément d'agacement, d'énervement, parce qu'il a le sentiment de courir toujours après le temps. Donc, si vous avez s'il y a parmi vous des gens qui se sentent plutôt organisateurs, voilà, fixés sur l'agenda. 4e typologie, c'est le stratège. Le stratège, lui, c'est la réflexion. C'est l'analyse, c'est la réflexion, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Il est plutôt dans l'opportunisme des choses, dans le bon sens du terme, et il est plutôt dans une logique de vision. Il arrive bien à se projeter. Ils sont rares, mais il y en a pas, ils sont rares chez les experts comptables. Il y en a pas mal, pardon, dans le monde industriel ou parmi les dirigeants. Alors évidemment, des Steve Jobs, des Elon Musk, etc. sont l'archétype de ce profil-là, le stratège. Mais ce sont des gens qui ont pour le coup, une très grande facilité, eux, à se projeter dans le futur. Voilà. Alors évidemment, le problème, c'est que parfois, ils sont hors sol, hein. Ils sont un peu déconnectés de la réalité, hein, donc, parce que c'est la réflexion qui les anime, qui dicte leur conduite. Et puis enfin, vous avez le gestionnaire. Le gestionnaire, lui, il est séquentiel, il classe, il organise, c'est la méthode, voilà, c'est l'expérience, on fait les choses d'une certaine manière. Voilà. Et si vous êtes dans un cabinet et que le dirigeant est un gestionnaire, on retrouve beaucoup ça dans les cabinets d'audit chez Ernst. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on m'a mis dans une salle, il y avait des classeurs, on m'a dit voilà, tu prends les classeurs, tu les apprends par cœur, et puis une fois que tu sauras les classeurs et la méthode, on va t'envoyer chez le client. Voilà, donc là, on est vraiment dans une logique d'industrialisation, de méthode, etc. Voilà, alors il faut s'appuyer. Vous arriverez à transformer votre cabinet d'expertise comptable que si vous savez qui vous êtes à travers votre style. Et puis ensuite, dans les slides que vous aurez à la fin de la présentation, j'ai mis en annexe des éléments qui vous permettent, une fois que vous vous êtes positionné, de dire si je suis stratège, comment je fais? Quels sont les leviers que je dois utiliser pour transformer mon cabinet. Donc, c'est intéressant. Comme je vous l'évoquais, le stratège qui est un visionnaire, il a besoin, lui, pour transformer son cabinet, à un moment donné, de revenir sur du pragmatisme, sur du concret. Donc, il va falloir qu'il travaille sur un plan d'action, par exemple, etc. Donc, vous verrez, il y a des recommandations. Tu veux nous parler du professeur? Quand on est dans la case professeur, on fait comment? Alors, le professeur, c'est intéressant, c'est un petit peu comme le stratège. Comme c'est un sachant, lui, il est très normatif. Donc, il va être très centré sur les règles, sur les normes, sur le savoir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, et donc sur l'art du métier, mais à un moment donné, on revient à la notion de création de valeur. Est-ce que ça sert mon client? Est-ce que ce que je suis en train de faire a une utilité à créer de la valeur pour mon client? Le professeur, il dit, attends, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour savoir si ça crée ou si ça ne crée pas de valeur. Je suis là pour dicter ce qui est et ce qui doit être. Donc, il y a les livres et on suit les livres. On suit la méthode et il y a une connaissance, on respecte ça. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir un décalage, effectivement, chez les dirigeants professeurs entre le métier, ce qu'attendent nos clients, et puis la manière dont je conçois mon travail. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller justement sur ces éléments qui vont me faire progresser et évoluer dans cette logique de transformation. Alors, à vous également, comment vous vous positionnez? Donc, je vais vous inviter à poser une deuxième question. Vous reprenez vos téléphones. Si vous le voulez bien, et je vais vous inviter à vous positionner, là c'est une auto-évaluation, hein, on est entre nous, sur quel type de dirigeant vous êtes. Alors, vous retrouvez les 5 types: professeur, propulseur, organisateur, gestionnaire, stratège. On a pour l'instant 50 répondants. Alors, je redonne le code 33 54 02.
C'est toujours le même. Normalement, c'est toujours le même. Et vous continuez, voilà, vous avez juste à reprendre votre téléphone. Et est-ce que... Alors, Virginie n'est pas encore avec nous, mais elle va arriver. Tu étais avec nous? Tu nous as quittés. Bon, voilà, tu refais Slido. Tu fais moteur de recherche Lido 33 54 02, tu reviens donc sur la question et vous êtes pour l'instant 90, donc j'attends encore un petit peu. Là, tout à l'heure, vous étiez plus d'une centaine à avoir répondu au questionnaire. Ça a beaucoup bougé. Hein. Au début, les premiers qui ont répondu, c'était des professeurs et des propulseurs. Alors, propulseur, c'est pas étonnant, il est dans l'action. Alors lui, tout de suite, il intervient. Vous voyez, il réagit vite. Les autres, le gestionnaire, l'organisateur, il prend plus de temps. Vous êtes, ça y est, vous êtes 106, vous êtes un peu plus d'une centaine à avoir répondu. Et donc, sur les 110 participants au questionnaire, donc alors vous êtes professeur 17%, propulseur 22%, vous êtes organisateur et gestionnaire, c'est assez proche. Hein, l'organisateur, il est dicté par l'agenda, le gestionnaire, il est dicté par la méthode et par la tâche qui doit être faite de manière processée. Donc 28 pour l'organisateur, 23 le gestionnaire, le stratège, vous voyez, c'est très intéressant. Le stratège, c'est-à-dire celui qui se projette dans le futur, celui qui développe une vision, etc. Vous êtes 10%. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments qui serait intéressant de travailler, de développer dans cette logique de si vous voulez transformer votre organisation, vous devez développer, je vais y revenir dans une minute, vous devez développer une vision et donc être capable de formaliser cette vision. Stratège. Vous aurez un descriptif de chacun des types dans l'annexe du document que vous aurez à l'issue de cet atelier. Retenez juste votre auto-évaluation et puis regardez comment vous pouvez ensuite, à travers ce qui sera dit dans l'annexe, comment vous pouvez faire évoluer votre paradigme, votre schéma mental pour devenir plus moteur et leader de la transformation de votre organisation. Alors, on a évoqué ensemble la nécessité de changer de posture, de devenir entrepreneur plus qu'expert métier. On a vu ensemble qu'on pouvait s'appuyer sur ce que nous sommes en tant que tel, à travers les différents types. Maintenant, troisième séquence de notre atelier, comment est-ce que je développe du leadership? Quels sont les ingrédients pour développer du leadership? Et j'aurai deux choses à partager avec vous pour vous aider à développer votre leadership. D'abord, une définition d'un homme que je trouve très impressionnant, qui s'appelle Henri-Claude Ohima, qui est le président directeur général de la BGFI. La BGFI, c'est une banque en Afrique, au Gabon, Libreville. C'est la Banque gabonaise de finance et d'investissement. Le Gabon, c'est un petit pays, hein, c'est 1 600 000 habitants. Et on a une banque là, avec à la tête un dirigeant qui est assez charismatique, très intéressant, qui est vraiment pour moi symbolise bien ce qu'est un dirigeant aujourd'hui d'entreprise. Il est en train de construire une banque panafricaine hein, sur l'ensemble du golfe de Guinée. Et donc, il a cité, c'est sa phrase, hein, c'est partager une vision commune qui engage l'équipe dans une dynamique ambitieuse au sein de laquelle chacun trouve le sens qu'il souhaite donner à son accomplissement personnel dans un projet collectif. C'est une phrase où je trouve que s'il y avait à définir ce que doit être un leader, il y a tout. La vision, la notion de l'équipe, l'ambition avec la dynamique ambitieuse et vous voyez en même temps ce lien qu'il faut faire entre d'un côté on s'inscrit dans un projet collectif mais en même temps il y a un accomplissement personnel. Voilà. Donc évidemment c'est un peu la quadrature du cercle mais c'est vraiment ça le sujet de ce que doit être un leader. Alors pour cela, comment est-ce que je développe du leadership? Je vous l'ai évoqué en introduction, il y a quelques personnes qui sont de manière innée des leaders, qui arrivent à influencer leur environnement, on le voit dans la cour de récré, je l'ai dit, mais on peut aussi travailler sur ce leadership et donc il y a ce qu'on appelle un moteur, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde un peu les grands leaders, que Jules César à Mère Teresa en passant par Nelson Mandela, Martin Luther King ou peut-être plus proche de nous, des gens qui ont récemment brigué des postes à la présidence de la République, on s'aperçoit qu'à chaque fois, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, etc., Mitterrand, François Mitterrand, on voit qu'à chaque fois, le moteur est le même. Vous voyez, si on était à l'université de médecine rue des Saints-Pères et qu'on ouvrait un peu le capot là,
ces hommes ou de ces femmes, on s'aperçoit que finalement, il y a un moteur et c'est là-dessus que je voudrais insister. Le premier élément, c'est cette capacité d'ouverture. Tous les leaders, quels qu'ils soient, Mère Teresa, l'abbé Pierre, etc., sont des gens qui remettent en question leur environnement. On ne transformera pas nos cabinets d'expertise comptable si on ne remet pas en question notre environnement. Et c'est tout le sens de ce que vous a évoqué Philippe, de sa présentation. D'abord, on est dans un environnement et on veut changer cet environnement. Alea ejectaes, Jules César franchit le Rubicon et rentre avec son armée à Rome. Il veut changer le système. Donc, la première question qui se pose pour un leader, c'est à chaque fois, c'est « je n'accepte pas l'environnement dans lequel je suis et donc je le remets en question ». Dans le bon sens du terme, attention, c'est une réflexion critique, juste, objective, d'une certaine manière, du système. Donc, ça veut dire, vous êtes aujourd'hui dans une réflexion de qu'est-ce qui va dans mon cabinet, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je veux changer, la paye, les RH, etc. Je fais un petit clin d'œil à mon amie Virginie par rapport à l'évolution de ses produits ou de son offre. Donc, qu'est-ce que je veux changer? Premier élément, ouverture. Deuxième élément, chez le leader, il a une capacité de trouver des réponses aux problèmes, de trouver des réponses à ce qu'il veut changer. Détermination. Il crée, il innove, il décide. Le troisième élément, qui est un élément très fort chez le leader, c'est qu'il va chercher à l'extérieur les ressources, les moyens pour atteindre son objectif. Et puis enfin, quatrième élément qui est très fort chez le leader, c'est qu'il a cette capacité, alors on parle de résilience, de capacité à remettre en question, à évaluer la situation, et puis à nouveau, hop, je re-questionne mon environnement. Vous voyez, c'est une forme de cercle vertueux. Vous aurez les slides. Je vois qu'il y a pas des gens qui prennent des notes. C'est un cercle, voilà. Et c'est constant. C'est constant. Vous regardez Nicolas Sarkozy, comment il fonctionne. Vous regardez les leaders, comment ils fonctionnent aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont tout le temps, 24 heures sur 24. Alors, parfois, c'est épuisant, 7 jours sur 7. Alors, on n'est pas tous obligés de mourir sur l'autel de la gloire, d'accord, mais on n'est pas tous des Mères Teresa, des l'abbé Pierre, etc. Mais on peut, nous, à notre niveau, en tant que dirigeants, être dans cette logique de remise en question de son environnement, aller chercher des réponses. Quand on ne les a pas, ben on fait du benchmark. Quand on ne les a pas, on va voir ce que font nos camarades, on va voir ce qui se passe ailleurs, au Japon, aux États-Unis, au Canada, comment, etc. Et puis, on se nourrit. Et puis ensuite, on cherche à trouver des solutions pour pouvoir mettre en œuvre cela. Et puis enfin, capacité à évaluer. Ça, c'est le premier élément très important si vous voulez développer votre leadership. Et puis enfin, deuxième élément, c'est qu'il y a ensuite une expression de sa forme de leadership. Je vous ai cité Jules César, je vous ai cité Nelson Mandela, je vous ai cité, etc. J'aurais pu citer le pape ou le Dalai Lama. On voit bien qu'ensuite, il y a une expression différente. Chacun a une expression différente. Raffarin, c'est pas Sarkozy. Les Chinois l'ont bien compris. Et donc, par conséquent, vous avez ensuite une expression. Et là, ce que je vous donne ici, c'est une approche à travers 4 cadrans des différentes formes de leadership. Le premier, c'est le leadership d'organisation. Pour ceux qui ont participé à l'université d'été, j'ai évoqué, vous allez transformer votre cabinet d'expertise comptable à travers la structure, à travers les processus, à travers les hommes, à travers les éléments financiers. Donc, encore faut-il qu'on soit capable d'avoir du discernement, de l'analyse, que j'appelle le leadership d'organisation. Le deuxième élément, c'est qu'il faut travailler sur la nouveauté, la créativité. On transformera l'organisation que si on est capable d'apporter de la nouveauté et de la créativité, à l'image de Elon Musk ou de Steve Jobs. C'est ce que j'appelle le leadership de projet. Et c'est pour ça que vous aviez dans une des premières slides sur être dirigeant aujourd'hui, c'est avoir un projet. Quel est votre projet? Troisième élément, c'est le leadership d'engagement à travers l'exemplarité, à travers l'action et la réalisation. Ça, c'est un point important parce que souvent dans les petits cabinets, les dirigeants, sont au four et au moulin. Vous êtes sur tous les fronts. Et donc, parfois, vous pouvez avoir tendance un peu à procrastiner, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez, vous avez fait l'analyse, vous savez qu'il faut faire l'évolution, mais ensuite, il y a la réalisation. Et c'est difficile de tout faire en même temps lorsqu'on est dans des petites structures. Et donc, le leadership d'engagement est un vrai sujet
qui d'ailleurs peut vous amener à vous poser la question de la délégation, c'est-à-dire vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et donc, comment vous embarquez vos équipes pour vous aider à mener ces réalisations. Et puis enfin, le leadership de conviction, c'est-à-dire quelle mobilisation vous mettez en œuvre, le sens, le charisme, enfin un certain nombre d'éléments qui va donner envie à vos collaborateurs de vous suivre, c'est-à-dire votre capacité à influencer au sein de votre cabinet pour pouvoir embarquer le maximum de collaborateurs dans votre projet. Vous n'y arriverez pas seul. Un dirigeant ne peut pas transformer une organisation seul. Ça commence par lui. Hein, on balaye par le haut. Ça commence par lui. Donc, c'est d'abord un travail sur vous. Mais ensuite, vous devez être capable aussi de transmettre vos convictions, votre ambition, vos projets à l'ensemble de votre équipe et puis vous assurer qu'ils adhèrent, qu'ils comprennent d'abord, premier élément. Parfois, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que nous sommes en train de vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Deuxième, d'adhérer. Et puis, il y a un troisième élément où je peux comprendre, je peux adhérer, mais si je ne sais pas faire, je serai un peu, vous voyez, immobile. Donc après, troisième élément, être capable de faire. Voilà. Donc, je voulais évoquer avec vous ces différents aspects, vous voyez, sur ces trois séquences très importantes qui vont vous amener à vous mettre dans une posture de transformation de votre cabinet. Et puis enfin, pour terminer cet atelier, avant de passer aux questions-réponses, je vous propose une petite méthode. Voilà, une méthode en 8 étapes qui peuvent vous aider à devenir un leader de la transformation du cabinet. Vous aurez, là encore, je vous lis, vous aurez les slides. Cette méthode, vous pouvez l'utiliser un peu comme un mémo. Tous les trimestres, tous les mois, à vous de voir si c'est tous les mois, tous les trimestres, vous le mettez dans votre poche et puis vous le remalaxez, vous le retravaillez d'une certaine manière pour l'ajuster à l'évolution de ce que vous vivez. Première étape, c'est de porter une vision. Alors, j'ai mis à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à vous de voir. Si vous êtes professeur, soyez plutôt sur 1 an, soyez sur 12 mois. Si vous êtes stratège également, redescendez votre focale sur un plus court terme. Bon. Si vous êtes organisateur ou gestionnaire, allez plutôt travailler sur du 2-3 ans. Arrêtez d'avoir la tête dans le guidon, prenez un peu de hauteur et développez une vision avec un moyen terme un peu plus long. Bon, voilà, donc c'est à vous d'ajuster. C'est aussi à vous d'ajuster en fonction de la réalité de votre cabinet. Et élément important, formalisez-le. Ne l'ayez pas juste en tête parce que vous verrez qu'il y a des écarts très intéressants entre ce que j'ai en tête, le fait de l'écrire. Quand vous revenez dessus 1 mois, 2 mois après, vous voyez que tout d'un coup, apparaît les écarts potentiels de perception. Deuxième étape dans la méthode, c'est de faire un diagnostic simple, synthétique de votre situation. Qu'est-ce que vous devez supprimer? Qu'est-ce que vous devez modifier dans votre cabinet? Qu'est-ce que vous devez créer? Qu'est-ce que vous devez faire évoluer? Là aussi, formaliser. Diagnostic simple, en mode SWOT un peu, à vous de voir, mais voilà. Et mettez-le éventuellement dans une temporalité, c'est-à-dire j'ai un certain nombre de choses à modifier, j'ai un certain nombre de choses à supprimer, et puis je me fixe des jalons pour le réaliser. Troisième élément, organiser un plan d'action, fixer des étapes, ayez une feuille de route. C'est quoi votre feuille de route? Dans une logique de step by step, ce que j'appelle les petits pas. Comme l'a évoqué Philippe, c'est se mettre à l'eau. L'eau est froide, c'est compliqué. Si on regarde le sommet, hein, si on regarde le Kilimandjaro, le sommet du Kilimandjaro ou le sommet du Mont Blanc, c'est pas sûr qu'on ait envie d'y aller. Donc il faut revenir, voilà, step by step, première étape, deuxième étape, troisième étape, et petit à petit, on grimpe la montagne. Quatrième étape, mobiliser vos équipes sur vos jalons, c'est-à-dire donner envie de contribuer. Il faut qu'il y ait une personne, un projet, par exemple sur la digitalisation, par exemple on évoquait la RSE, etc. Comme l'a évoqué, on n'est pas tous compétents dans tous les domaines. Allez chercher dans vos équipes des gens qui peuvent éventuellement être acteurs, contributeurs d'un projet sur la RH, sur la paye, sur le fiscal, etc. Enfin, en fonction de ce que vous voulez développer. C'est vos phares. Quels sont vos phares, hein? Pas les phares de la lumière de la voiture, mais les phares sur l'océan. Voilà. Ouais, les phares qui sont les éléments qui vont vous aider à donner de la clarté pour votre vision et pour vos collaborateurs. Cinquième étape, communiquer clairement sur les projets.
et sur l'avancement de votre plan d'action. Ça aussi, c'est un élément très important. On ne communique pas suffisamment et donc, d'un moment, on s'essouffle, on ne sait plus trop où nous en sommes. 6e étape, récompenser. Alors là aussi, j'insiste beaucoup sur l'étape 5 et l'étape 6. On ne communique pas suffisamment, on ne récompense pas suffisamment des événements. Faites des événements. À vous de décider, peu importe. Il y a tout type d'événements, il y a des petits événements simples, des sorties, des dîners, des machins. Enfin, trouvez ce qui convient le mieux à votre cabinet, à la typologie de vos collaborateurs, si c'est des gens plutôt jeunes, etc. Trouvez des choses qui soient en adéquation avec leurs attentes, leurs envies, des cadeaux, valorisation, bien sûr, travailler sur la valorisation. Sur des déjeuners en one-to-one, en équipe, enfin, etc. Il y a tout un tas de choses à développer. Et donc, là, on est sur le domaine du management et donc travailler la motivation. Mesurez régulièrement le niveau de motivation de vos collaborateurs dans cette dynamique par rapport à votre projet, par rapport à votre ambition, par rapport à votre feuille de route. Hein. Soyez à ce qu'on appelle en écoute active. 7e étape, évaluer et contrôler la réalisation. Le tableau de bord. Alors ça, en général, vous allez être plutôt à l'aise avec ça, mais bon, hein, comme je l'ai évoqué dans le cercle du leadership, à un moment donné, je suis capable d'évaluer de manière objective, de contrôler la réalisation, de remettre en question éventuellement ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien. Et puis enfin, dernière étape, ajuster votre vision trimestriellement. Alors ça, vous pouvez le faire. Enfin, je trouve que c'est une bonne temporalité. Le trimestre, c'est un élément qui permet de remettre en question tous les 4 fois par an votre projet, votre ambition, la manière dont vous voyez l'évolution de votre cabinet, sa transformation. Et donc, je trouve que c'est une temporalité qui est bonne. Voilà. Se remettre en question, ce que j'appelle le rétex, c'est le retour d'expérience. Et il ne faut pas le faire seul dans son coin, il faut le faire avec vos collaborateurs ou avec des pairs ou avec des personnes avec lesquelles vous pouvez qui peuvent vous challenger sur où est-ce que vous en êtes dans votre transformation. Et puis ensuite, on revient à la première étape, c'est-à-dire on redéfinit ou on ajuste ou on amende sa vision en fonction de la situation et où vous en êtes. Voilà, j'en ai fini. Bien sûr. Tu peux revenir au slide d'avant? Donc, pour ceux et celles là, ou celles et ceux plutôt, qui pourraient être effrayés devant cette méthode-là, c'est un peu l'objectif qu'on va développer dans les 8 prochains ateliers. Donc, j'ai envie de dire un peu nos stress, on peut y arriver ensemble. Moi, c'est vrai que, bon, en tant que chef d'entreprise, expert comptable, on peut se demander comment faire et voir comment trouver le temps, puisque c'est notre problème à nous, les experts comptables, de trouver le temps, mais c'est faisable. Oui, effectivement. Les 3 séquences que je vous propose, et de manière, vous avez vu, assez rapide, on est là sur des sujets pour vous sensibiliser à ces points-là, nécessitent un engagement fort de votre part. Mais j'allais dire, vous êtes expert comptable et vous avez eu l'occasion, parce que le parcours pour devenir expert comptable est déjà un parcours, vous savez que c'est un parcours qui est long, complexe, avec beaucoup d'obstacles, et vous avez réussi. La conduite du changement s'inscrit dans cette même dynamique. Effectivement, Virginie, c'est très important. On est sur un marathon avec un certain nombre d'obstacles et la transformation de vos cabinets nécessite d'être dans cette logique. On est sur du long terme. C'est pour ça que j'insiste sur le petit pas. Si on regarde le haut de la montagne dès le départ, on s'y dit bon, j'oublie, c'est pas la peine, c'est ok. Non, c'est vraiment un travail et c'est un travail du quotidien. C'est comme de faire du vélo, etc. C'est vraiment le quotidien qui fait qu'au fur et à mesure vous allez acquérir cette gymnastique d'accompagnement de votre organisation. On est dans un environnement, le monde est dans un environnement qui change vite. Les structures, les process évoluent sur des périodes de 3, 4, 5 ans. Ça veut dire que globalement, votre organisation, dans 4 ans, dans 5 ans, aura complètement changé. Voilà. C'est la vie. Et donc, il faut, être conscient de ça, travailler petit à petit. Plus vous allez travailler, plus ça sera facile. C'est toujours pareil, c'est comme le piano, etc. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, comme l'a évoqué Virginie et je vous ai dit, vous êtes pas seul.
vous n'êtes pas seul. Il y a alors des experts comptables Île-de-France qui vous accompagnent à travers un certain nombre de dispositifs. Et puis, il y a aussi tout un tas d'entreprises dont c'est le métier. La digitalisation, vous vous faites accompagner pour la digitalisation, vous faites accompagner pour un certain nombre de sujets dont vous n'avez pas forcément la maîtrise, et c'est normal. Transformer une entreprise, c'est aussi accepter de se faire accompagner. À vous de trouver les bonnes personnes pour vous faire accompagner. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste rajouter un petit point, parce que je suis aussi expert comptable, donc comme Virginie, et je connais le mode de fonctionnement des experts comptables qui attendent souvent la dernière minute, je dirais, quand ils sont dos au mur ou au bord du plongeoir de la piscine, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, pour se lancer. En fait, contrairement à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant sur les dernières années, sur les 10, 15, 20 dernières années, on n'est pas sur un changement technologique. Bien sûr, c'est l'automatisation qui va mettre le bins dans toute notre organisation, notre métier, tout ça. Mais ce n'est pas comme un changement de logiciel. En ce moment, il y a beaucoup d'experts comptables qui changent de logiciel, qui sont un peu attentifs à, compte tenu du contexte et de l'environnement, vouloir avoir un logiciel qui correspond mieux à ce qu'ils veulent, etc., etc. Et finalement, changer de logiciel, c'est quoi? C'est appeler un éditeur, choisir le produit qu'on a envie d'acheter, et puis l'installer, se former, basculer les dossiers dans le nouvel outil, et puis c'est parti. Je ne dis pas que c'est un moment de plaisir, je ne dis pas que c'est simple, mais finalement, c'est quand même beaucoup de logistique, et c'est quand même comment dirais-je, une opération qui se fait sur un délai relativement court. Alors après, il y a la bascule un à un des dossiers qui est évidemment fastidieuse, mais on est dans le assez facilement gérable. Il faut un calendrier, trouver le logiciel, payer, faire le contrat, installer, télécharger, former, et c'est assez simple. Là, tout ce dont on vous a parlé avec Jean-François et Virginie, et tout ce que vous allez devoir vivre, on n'est plus dans l'option, on n'est plus dans le choix de changer de logiciel. Tout ce qu'on vous dit là, c'est le passage obligé de tous les cabinets d'expertise comptable dans les prochaines années. Ce n'est pas un changement de logiciel, c'est un changement de comportement, c'est un changement de repère, c'est un changement de culture d'entreprise et même de raison d'être, de mission, mais pas la mission qu'on va vendre aux clients, la mission qui prend un grand M majuscule. À quoi on sert? Et ça, il faut du temps. Il faut du temps pour que vous-même vous y fassiez, que vos collaborateurs s'y fassent, que vos clients s'y fassent. Une fois qu'on s'y est fait à l'idée, il faut y aller. Une fois qu'on a dit qu'on y allait, il faut y aller. Et puis, il faut le mettre en œuvre, s'essayer, s'améliorer, se planter, recommencer, se replanter, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que ça fait des années que ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit. Sauf que là, maintenant, ça y est, on a la date de l'échéance. D'accord? On sait que l'iceberg, il est en face de nous. Donc, c'est le moment maintenant où il faut commencer à tourner le gouvernail pour éviter l'iceberg. D'accord? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ça, ça prend du temps. Une transformation, une conduite du changement, ça secoue, c'est violent pour certaines personnes, c'est une gestion d'émotions. C'est pas facile à l'expliquer à quelqu'un qui fait de la tenue de compta et de la TVA depuis 25 ou 30 ans, qui va devoir changer de métier parce que dans 5 ans, il n'y a plus de TVA, il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de saisie. C'est quand même violent. Moi, j'ai eu des gens qui se sont mis à pleurer en se disant « mais qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être au chômage ». Non. Si vous vous réveillez aujourd'hui, si vous vous prenez en main, si vous prenez votre avenir en main, vous n'avez pas de raison d'être au chômage dans 5 ans. C'est précisément si vous ne changez pas que vous allez être confronté à une problématique d'employabilité et de raison d'être sur le marché. En ce moment, je dis souvent, ce n'est pas l'automatisation qui va tuer nos cabinets et qui va tuer l'emploi, c'est notre immobilisme, c'est notre non-réaction. Une non-réaction, c'est une décision. Décider de ne pas bouger et d'attendre, c'est une décision. Et c'est une mauvaise décision à aujourd'hui. C'était peut-être une bonne décision ou une décision pas trop grave il y a 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, le compte à rebours est entamé, on ne peut plus se permettre d'attendre. Donc, si vous voulez que ça se passe sereinement, votre transformation,
il faut prendre le temps de le faire dans la durée et donc il faut commencer très tôt. D'accord? Le seul moyen de s'en sortir bien et que tout le monde embarque, que tout le monde soit partie prenante de l'opération, c'est de commencer. C'est de commencer le plus tôt possible. Merci Philippe. C'était bien parti avec Jean-François et là tu nous as carrément plombé l'ambiance avec ton iceberg, etc. Mais bon, nous on y croit. Enfin, non, merci Philippe. Non, c'est 2 points très importants. Le premier, c'est ce que vient d'évoquer Philippe sur la notion d'anticipation. Deuxième élément très important, c'est que c'est vrai que là, il vient d'évoquer le fait qu'on était dans un système contraint, c'est-à-dire que on nous oblige, on peut entendre derrière ce propos lié à l'analyse de l'environnement, on nous oblige à changer alors qu'on ne veut pas changer. Et effectivement, ce point est très important. Vous, en tant que dirigeant, vous devez au contraire être dans une logique de c'est une formidable opportunité. Il faut passer de la contrainte, je subis, à j'ai envie. Et je terminerai mon propos par ça. Vous transformerez, vous, en tant que dirigeant, et vous transformerez votre organisation que si, dans votre schéma mental, dans votre perception des choses, vous avez envie. Et donc, ça veut dire 2 choses. Avoir envie, c'est d'abord, c'est qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de transformer mon cabinet? Sur quoi je m'appuie? Ça peut être un projet de vie personnel. Vous voyez, ça peut être assez loin même de la réalité de ce que vous vivez au quotidien. Peu importe. Si c'est ça votre moteur qui va vous faire que vous allez avoir envie et que de je subis, je veux, on a gagné. Et le deuxième élément, c'est une fois que j'ai envie de le faire, comment je donne envie aux autres également de faire cela. C'est vrai que c'est une formidable opportunité de changer en profondeur notre quotidien et la manière de penser notre métier au quotidien. C'est génial. C'est génial si on le vit comme quelque chose de génial et pas comme quelque chose qui va remettre en question ce que je suis profondément. Merci. Merci Jean-François, j'allais le dire également, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est vraiment une formidable opportunité pour nous les experts comptables. Aujourd'hui, on livrait de la TVA et de l'alias fiscale, je trouve ça plus que frustrant. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans mon cabinet. C'est pas parce que j'ai compris depuis quelques années qu'il se passait quelque chose que j'ai réussi à transformer mes collaborateurs, et que je fais ce que j'ai envie de faire auprès de mes clients. Aujourd'hui, j'arrive à faire ce que j'ai envie à 30%, 40%, il y a encore du chemin et j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans. Alors, on va vous laisser la parole là. Et après, je vais vous expliquer en conclusion qu'il n'y a pas que 9 ateliers que nous mettons à votre disposition, nous, lors des experts comptables, pour vous aider dans cette transition. On a beaucoup d'autres outils encore qu'on va vous proposer. Alors, à vous la parole. On peut peut-être déjà commencer dans la salle. Et puis après, moi, je n'ai pas de visibilité sur s'il y a des questions à distance. Ok, super. Des questions dans la salle? On va vous passer le micro. Je crois que tu les as tétanisés, Philippe. Tu as plombé le truc, mais... Une question. Je vais vous passer le micro pour qu'on puisse entendre après à distance. Bonjour, Richard Enos. J'avais une petite... c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Quid des petits cabinets qui représentent quand même un pourcentage important, je pense, de la profession, qui ont 1 ou 2 salariés. Alors, est-ce qu'ils, voilà, donc changer les équipes quand l'équipe c'est une personne ou 2 max, et qu'on est bien comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se regrouper ou il n'y a pas de choix, ou c'est possible, ou enfin voilà, c'était plutôt ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais commencer par une anecdote. Est-ce que vous savez la différence entre, enfin le point commun ou la différence, c'est la différence entre le mammouth et la fourmi?
Eh bien, en fait, ils existaient tous les deux il y a quelques millions d'années. Et qui a survécu? La fourmi. J'ai déjeuné il y a quelque temps avec le patron d'un grand cabinet français et même international. Et on discutait, on déjeunait, c'était assez informel. Et je lui disais, j'échangeais avec lui en lui disant, vous savez, il y a beaucoup de confrères qui adoreraient avoir vos moyens, vos consultants extraordinaires, vos hyper compétences en matière de conduite du changement, de marketing, de communication, de management, de stratégie, etc. Et il me répond la chose suivante. Il dit, ben moi souvent, je les envie aussi. Avoir en face de moi les 5 personnes de mon cabinet et pouvoir faire une réunion avec une pizza en discutant de ce qu'on va faire tous ensemble dans les prochains mois, c'est mon rêve. Parce qu'actuellement, quand je prends une décision, il faut que je réussisse à convaincre mon COMEX. Il se tient une fois tous les mois. Une fois que tout le COMEX est convaincu, il faut que je réussisse à convaincre mes directeurs régionaux qui se réunissent une fois tous les 3 mois. Si eux sont convaincus, ils vont devoir convaincre leurs directeurs d'agence qui se réunissent tous les 2 mois. Et ensuite, ils vont devoir, chaque directeur d'agence, s'il est convaincu, va devoir convaincre tous ses collaborateurs. Et là, ça se fera ou pas. Résultat, quand j'ai une idée, entre la date où j'ai mon idée et la date où la mise en œuvre, il faut dans le meilleur des cas au moins 6 mois pour qu'elle soit déployée. Ce que je veux dire par là, c'est que les petits, ils ont pour habitude de geindre et de se sentir petits et d'être pas bien, de se dire est-ce qu'on va y arriver? Évidemment qu'ils vont y arriver, mais évidemment qu'il va falloir qu'ils se bougent autant que les grands. C'est-à-dire que le petit qui fait statistiquement plus de tenues, puisque tout à l'heure les chiffres que je vous ai donnés étaient à 63% en moyenne, mais les moins de 10 collaborateurs, et notamment les moins de 5, et même les confrères seuls ou les consoeurs qui exercent seuls, font près de 70% de tenues. Donc c'est encore plus en termes de proportion. Ces confrères-là, ils sont exactement comme tous les autres cabinets, ils vont devoir se repenser et repenser leur rôle auprès de leurs clients. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui va être aussi structurant ou déstructurant que pour n'importe quel autre cabinet. Mais l'avantage, quelque part, c'est qu'ils sont dans l'action directement. C'est-à-dire que quand la décision est prise le lundi au déjeuner autour d'une pizza, à 14 heures, on peut mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'avoir 42 réunions pour définir qui va faire quoi, comment, etc. On peut mettre en œuvre de manière très rapide. Et là, j'insiste sur ce qu'a dit Jean-François. Dans un petit cabinet, ne nous lançons pas dans des projets stratégiques à 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Soyons extrêmement pragmatiques, faisons du pas à pas. On teste des projets petits sur des clients qu'on connaît bien. Et dans les cabinets qui sont petits, c'est l'associé qui est en relation directe avec le client. Ça, c'est une force exceptionnelle. Et donc, ça veut dire qu'on peut discuter facilement, de manière très conviviale, de manière très amicale presque avec certains clients. Donc, on teste des produits, on teste des nouvelles missions, on s'ajuste, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas et on le déploie sur les autres clients. On fait des choses beaucoup plus simples qu'on ne le ferait dans les grands cabinets avec des procédures, des règles, des méthodes, des formations longues. Là, on est sur l'ajustement permanent et ça marche très bien. Oui, fondamentalement, tout ce qu'on vient de se dire n'est pas lié à la taille. La taille va générer des problématiques de mise en œuvre, de réalisation, etc. Mais c'est dans la tringlerie. Dans la transformation en tant que tête de votre cabinet, que vous soyez tout seul, 2, 3 ou 4, vous avez besoin d'être dans cette logique. C'est plus une logique et une approche. On évoquait une posture, même à 3, et puis ensuite, peut-être se dire, mais on est 3, ça fait 10 ans qu'on est 3. Est-ce que demain, on ne rêverait pas d'être 10? Donc, ça peut être aussi l'occasion justement de re-questionner. Je parlais de remise en question de son environnement, de re-questionner cette taille. Est-ce qu'on est bien à 2, à 3? Bah, restons à 2, à 3. Mais comment on fait pour survivre demain dans ce nouvel environnement, toujours à 2 ou toujours à 3? C'est juste ça. Ça ne change rien. Ça change rien sur la méthode et sur l'approche et sur la démarche de transformation. Et je crois qu'il y a aussi une question qu'il faut se poser. En tous les cas, je me la suis posée dans mon cabinet. C'est, alors dans mon cabinet, on est 15, entre 13 et 15. C'est, est-ce qu'on accepte tous les clients, en fait?
Est-ce qu'à un moment donné, moi, pendant longtemps, j'ai accepté tous les clients. D'ailleurs, je ne comprenais pas quand un client venait me voir et il me demandait mais est-ce que vous voulez bien de moi? Je ne comprenais même pas cette question-là. Aujourd'hui, je choisis mes clients pour choisir mes missions parce qu'on a tous les mêmes problèmes et on a des problèmes de recrutement. Et donc, l'heure de collaborateur est rare. Donc, il y a un problème de collaborateur. Après, il y a des outils qui nous permettent des gains de productivité, mais quand on est 2 ou 15, on ne peut pas acheter tous les outils. On ne va pas former tous nos collaborateurs à tous les outils. Donc, à un moment donné, on s'interroge sur à quel client j'ai envie de répondre. Et là, on est déjà, en fait, dans le plan d'action, on est déjà dans la stratégie. Et là, quand on se pose cette question-là, on est déjà dans une posture de chef d'entreprise. Alors, si on a une question et on met 10 minutes, ah oui, oh là là. Non, donc, merci beaucoup, parce que votre question est très importante, parce qu'il faut que tout le monde soit concerné, aussi bien les petits que les gros. J'ai une question à distance. Pensez-vous que les changements que nous allons devoir opérer vont être compatibles avec les multiples bugs que l'on risque de constater avec les impôts, exemple DSN? Alors d'ailleurs, si vous avez envie de poser des questions, vous êtes un peu timide, vous utilisez Slido, utilisez votre téléphone, là vous pouvez poser vos questions. Qui veut répondre? Pensez-vous que les changements que nous allons devoir opérer vont être compatibles? Alors moi, je veux bien répondre en tant que vrai expert comptable que je suis. J'ai parlé de la DSN à dessein au début et je ne vous ai pas parlé du PASS. Le PASS, on s'attendait à une cata et en fait, ça s'est super bien passé. Le prélèvement à la source. Donc, il y a des transitions technologiques qui se font bien et le prélèvement à la source a été vraiment on a été la preuve. La DSN, ça a bien fonctionné avec l'URSSAF au début et il y a toujours des complications aujourd'hui avec les caisses privées. Pourquoi je vous dis ça? Oui, on peut avoir des complexités technologiques et d'autres qui se passent bien. J'ai envie de dire, anticipons que la facture électronique soit un petit peu compliquée. Comme ça, si ça se passe bien, on aura mis le process en place et tout va bien. Et ne perdons pas donc de vue que l'acceptation de la transformation de notre cabinet pour faire face à la facture électronique n'est pas du tout en fait l'objectif. L'objectif, c'est les missions d'après, c'est les missions d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie, donc concrètement parlant, si on ne fait plus de missions de saisie, de tenue et plus de TVA, est-ce qu'on a envie, par exemple, de faire du full service? Est-ce qu'on a envie, par exemple, aujourd'hui, et on peut commencer, donc dans le full service, il peut y avoir le paiement pour nos clients des factures d'achat. Il existe aujourd'hui des plateformes qui nous permettent de proposer d'ores et déjà ce service-là aux clients. Donc, la vraie question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est quel métier demain? Je veux faire du full service, j'ai envie plutôt de faire de la gestion, de l'accompagnement, des tableaux de bord. Quand on est un petit cabinet, je pense que la grande différence entre un petit cabinet et un gros cabinet, c'est qu'on ne peut pas se permettre, qu'on a 2 collabs ou qu'on en ait 15, de décider, ben, je vais faire du full service et puis je vais faire aussi de la direction financière externalisée et puis je vais faire du RSE et puis je vais faire un peu de gestion patrimoniale parce que j'aime ça. Malheureusement, en fait, on doit choisir. Bon, si c'est que ça, c'est pas dramatique, d'autant plus que quand on est seul à bord, on va choisir ce qu'on aime, ce qui est pas mal. On n'a pas à s'enquiquiner avec d'autres associés qui aimeraient faire autre chose. Et puis après, comme on a la posture du leader, comme on a choisi ce qu'on aimait en fonction quand même un peu des profils de nos collaborateurs, eh bien on y va ensemble. Et c'est une super aventure en fait. C'est une super aventure d'embarquer comme ça les collabs vers un avenir plus sympathique. Philippe parle d'iceberg. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a une prairie qui est verte avec des fleurs. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa peut-être demain de faire ces missions de full service et d'être avec vraiment une relation de proximité avec nos clients plutôt que d'être le délivreur de la TVA. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Et quand je dis on, les plannings de mon cabinet sont organisés avec les dates d'échéance de TVA. Comme nous tous, je pense, autour de cette table. Donc, on comprend bien aujourd'hui qu'on est tous orientés administration fiscale et demain, on doit se réorienter en fait client. C'est quand même vachement plus
enthousiasmant de travailler pour nos clients plutôt que pour l'administration fiscale. Bon, on va faire une autre question, sinon on va... Alors, tu as répondu un petit peu en partie à une autre question à distance qui est « Avez-vous des conseils pour sauter le pas ?» Et je dis, elle y a répondu un peu, d'abord l'envie, 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 l'envie. De quoi avez-vous envie? Pour sauter le pas, il faut qu'on ait d'abord envie. Donc, ça passe par ça. Et puis aussi, je fais le lien avec ce que tu évoquais sur la prairie verte. Alors, ce n'est pas la prairie verte, c'est l'océan bleu. Il y a un livre qui est assez ancien, mais qui, à mon avis, est très pertinent pour votre secteur d'activité, qui s'appelle Blue Ocean et qui est en lien avec la création de valeur. C'est-à-dire que dans les années 70-80, on était dans des concentrations d'entreprises et on se mangeait en considérant que le marché était un marché fermé et donc si on était des requins et que si on voulait grossir, il fallait manger les autres. Et puis, il y a donc un certain nombre d'universitaires américains qui ont écrit un livre qui s'appelle Blue Ocean et qui était justement de dire arrêtons de penser le marché comme un marché fermé. Le marché est un marché ouvert avec plein d'opportunités et donc c'est un livre qui est traduit en français et qui donne plein de pistes très intéressantes justement pour aller chercher ces opportunités qui pourraient être un livre qui viendrait enrichir votre réflexion sur ce thème. Alors, je suis tout à fait d'accord. L'Océan bleu, c'est un bouquin qu'il faut avoir lu, parce que même si on n'en garde qu'un petit bout de tout ce qu'on a lu, ça vous donne déjà une inspiration. Moi, j'ai 2 conseils à vous donner pour que ça marche, au-delà de ce que disait Jean-François, c'est-à-dire l'envie. La première chose, c'est ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Ne pas vouloir monter, c'est ce que disait Jean-François, le Mont Blanc par la face nord du premier coup. C'est-à-dire que on ne va pas à la piscine et en allant directement au plongeon du 10 mètres en disant « je vais essayer pour voir ». Non, on trempe le pied dans l'eau pour voir si elle n'est pas trop froide. Et puis après, on se met au bord de la piscine et on saute. Et puis après, on fera le 2 mètres, le 4 mètres, le 6 mètres, le 8 mètres, le 10 mètres. Donc, on ne se donne pas un programme trop ambitieux parce qu'on sait très bien que ça va être étourdissant, ça va être stressant et on ne va jamais commencer à s'y mettre. Donc, politique des petits pas, on fait des petites choses, on fait ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des petites choses faciles qui marchent bien et qui vous encouragent à continuer. Premier conseil, pas les yeux plus grands que le ventre, on fait un truc petit pas à pas, ça marche bien. Deuxième chose, on ne fait pas seul. Le proverbe africain dit plus vite, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il faut embarquer. Alors si vous êtes dans un cabinet de 3 personnes, on s'y met tous les 3. J'accompagne en ce moment un cabinet de 150-200 personnes dans leur transformation. Ils ont commencé l'opération de transformation tout seuls, les 6 ou 8 associés, il y a 4-5 ans. 2 ans après, ils se sont dit, on n'a rien fait. C'est normal, les associés sont les personnes dans le cabinet qui sont les plus occupées, qui ont le moins de temps dispo et qui, du coup, peuvent pas consacrer le temps qu'il faudrait à tout ça, parce que ce sont en plus beaucoup des experts comptables, pas beaucoup des dirigeants. Donc, ça veut dire qu'il faut s'entourer de gens qui ont envie de participer au projet avec nous et se répartir, faire confiance, donner des choses à faire un peu à tout le monde, à des collaborateurs, mais pas que des managers, des collaborateurs. La personne qui fait l'accueil du cabinet, elle a peut-être certainement des idées intéressantes parce que, comme on dit souvent aussi dans les théories Lean Management, etc., celui qui fait, c'est celui qui sait. Il faut demander à chacun comment on peut améliorer ou quelles sont les idées qu'il a. Celui qui est en contact avec les clients, c'est lui qui entend les clients. Et donc, c'est bien de discuter un peu avec tout le monde et de partager le plus possible avec tout le monde. D'accord ? Premièrement, on n'est pas trop ambitieux. Deuxièmement, on ne fait pas tout seul. Alors, il est 10h31, il reste 2 questions. On va essayer d'y répondre. Oui, une personne, un projet dans les cabinets. Faites engager les gens, une personne, un projet. Même si une petite contribution, mais c'est vraiment très important. Alors, les 2 questions, et en plus, c'est bien parce que la deuxième, ça fera le lien avec ta présentation. Première question, pensez-vous qu'il soit encore utile de sous-traiter de la compta à l'étranger? Alors, en 3 mots, qui veut répondre? Moi, je vais répondre sans répondre. J'ai envie de dire que c'est votre stratégie. Alors, donc, on parle d'aller faire saisir sa comptabilité à Madagascar ou au Maroc. C'est un process qui est un peu compliqué, parfois fastidieux. Il faut avoir les bons interlocuteurs sur place pour avoir une qualité satisfaisante. Si vous avez envie de vous lancer dans ce projet-là aujourd'hui
pourquoi pas, sachant que ce projet-là, dès que la facture électronique arrive, bah, il tombe un petit peu à l'eau. Tu veux répondre? En 1 minute, moi je dirais non, c'est plus du tout pertinent pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des outils maintenant qui sont très opérationnels. Quand ils sont bien utilisés, quand les collaborateurs sont bien formés, quand ils sont bien paramétrés, on a des performances de reconnaissance et d'intégration directe en comptabilité qui sont exceptionnelles. La deuxième chose, c'est que tous ces outils qui existent déjà aujourd'hui, qui vont continuer à se perfectionner, c'est des outils dont on aura besoin en tant que plateforme privée pour la facture électronique dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc n'importe comment, on va être obligé de basculer sur des plateformes. Donc plus on commence tôt, plus on sera prêt, mieux ça se passera. Je partage. On n'est plus du tout à l'ère d'aller voir à l'étranger ce qui se fait. On est à l'ère de digitaliser localement ici et c'est valable pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. Et alors, dernière question, désolé, il y en a plein d'autres. Il y aura aussi, avant que vous partiez, il y aura une petite évaluation de l'atelier après la présentation du parcours de la transformation par Virginie. Donc, ne quittez pas tout de suite. Dernière question, existe-t-il, Virginie, un suivi des projets de transformation mis en place dans les cabinets au niveau de l'ordre? Alors merci, donc ça me permet de rebondir sur la conclusion. Donc la conclusion, c'est le parcours de la transformation que l'Ordre Île-de-France vous met à votre disposition. Donc on a beaucoup parlé de ces 9 ateliers gratuits. On a aussi un nouvel outil qu'on va vous proposer dans un mois à peu près, qui est le Cap Newbies. Le Cap Newbies, c'est un outil de gestion prévisionnelle des compétences des collaborateurs. À partir du moment, et des missions. À partir du moment où vous allez vous dire, vous aurez fait tout ce travail de réflexion et vous allez vous dire, donc quand vous aurez suivi les 3 ateliers, parce que je vais absolument vous retrouver à tous les ateliers, hein, je vais checker les noms, dès que vous aurez choisi, je vais faire du full service, je vais faire de la gestion de patrimoniale, enfin, je vais faire du DAF externalisé. Dès que vous aurez choisi, évidemment en lien avec un peu vos collaborateurs, comment on fait pour transformer les collaborateurs. Donc on a un outil, on est en train d'investir à l'ordre, un outil qui va vous permettre, de vous aider à choisir vos missions de demain en fonction de votre personnalité, de votre potentiel et de ce dont vous avez envie, et en fonction des forces en présence, c'est-à-dire les capacités de vos collaborateurs. Et cet outil-là vous proposera une gestion des compétences, c'est-à-dire un plan de formation, et pour vous-même, expert comptable, et pour vos collaborateurs. Donc ça, ce sont des outils qu'on va vous proposer dans un mois. Tu veux dire un mot dans ça, Philippe? Dans un mois, dans 2 mois, ce sont des outils qu'on va vous proposer dans 2 mois pour vous aider dans cette transformation. Si on l'a appelé le parcours de la transformation, c'est parce qu'on sait que c'est compliqué. Vous avez aussi tout le site de Cap Performance aujourd'hui qui est gratuitement à votre disposition, où vous pouvez faire un auto-diagnostic de performance pour y voir vos points forts, vos points faibles, vos zones d'amélioration telles que le management, le marketing. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui vous sont proposés par l'ordre gratuitement, Cap Performance, et demain, dans 2 mois, Cap Newbies. Ensuite, il y a des parcours de formation qui vous sont proposés aujourd'hui par la SOREF. Donc, vous savez que le coût des formations de la SOREF défie toute concurrence. Alors, j'ai peut-être pas le droit de le dire, mais je le dis quand même, parce que en termes financiers, on est toujours un peu moins cher que les autres et bien meilleur puisque c'est notre organisme de formation. Donc, vous avez aujourd'hui la Performance Academy, vous avez des masterclass, vous avez la Newbies Academy. Tous ces parcours de formation vous aident également aujourd'hui et e-expert dans votre réflexion. Ça, ce sont des formations collectives, et j'insiste sur collectif. Donc, souvent, c'est des groupes d'experts comptables entre 8, 10, 15. Je crois que maximum, c'est 15.
Ça permet de rompre l'isolement. En fait, c'est compliqué quand on est tout seul dans son cabinet de savoir où on veut aller, de savoir ce qu'on veut faire. Moi, pendant longtemps, j'ai demandé à mes collaborateurs, mais quel métier vous voulez faire demain? Donc, c'était compliqué pour eux aussi. Dans ces parcours, il y a aussi les parcours école pour les collaborateurs. Donc, il existe d'ores et déjà dans le catalogue de la SFOREF des parcours de formation collectif. Et la Performance Academy, c'est spécialement pour le dirigeant et ça vous permet d'échanger avec d'autres experts comptables et ça, c'est extraordinaire. Vous avez aussi des formations à la carte proposées par la SFOREF. On les mettra en ligne incessamment sous peu. De chaque atelier, il y aura également des journées de formation qui vous sont proposées pour aller plus loin. Et dans les nouveautés encore à l'ordre, on a sélectionné 10 mentors. Qui sont ces mentors et pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, ce sont des experts comptables qui peuvent vous aider dans votre transformation parce qu'ils connaissent ce métier, du mentorat, du tutoring, vous voyez, une espèce de tuteur. Quand il est compliqué, quand vous allez faire votre liste de où j'en suis dans 3 mois, peut-être que vous aurez besoin peut-être d'un mentor et finalement, le point, tous les 3 mois, vous le ferez avec ce mentor-là. Donc, comme je suis présidente de la commission qualité également, j'ai demandé à des contrôleurs qualité qui sont contrôleurs depuis longtemps, qui ont cette appétence pour le suivi, la transformation et le conseil, de se proposer volontaires. Donc, il y en a 10, 15 qui se sont proposés volontaires, donc des experts comptables qu'on appelle des mentors. On va les former pendant 2 jours avec Jean-François à ces problématiques de transformation de cabinet et vous pourrez faire appel à ces mentors si vous le désirez. Et Jean-François vous en a parlé aussi, on a certifié des coachs. Donc, le coach, c'est celui qui va vous faire dépasser les lignes. Donc, le coach, il n'est pas expert comptable, ou s'il l'est, c'est par exception, et il va vous permettre de dépasser certaines peurs, de vous emmener où vous avez envie d'aller en enlevant 1 ou 2 barrières. Il y a peut-être des barrières chez vous, mais comme chez nous tous, qui vous empêchent à un moment d'aller où vous avez envie d'aller. Des peurs, des certitudes, il est compliqué de changer pour tout le monde. Et le coach va vous permettre d'enlever ces barrières-là pour vous faire avancer. On a référencé pour le moment 10 coachs. On a fait un appel d'offres avec la SFOREF. On a reçu pour vous des coachs. On a fait donc une sélection et on va vous proposer une dizaine, une quinzaine de coachs pour le moment. L'appel d'offres est ouvert. Si ils sont débordés tous ces coachs, on en sélectionnera d'autres. Tout ça pour vous aider dans ce parcours de la transformation qui est un parcours individuel compliqué. Donc, j'espère, avec ce parcours de la transformation et avec ce que l'ordre met à votre disposition, que ce soit les outils payants ou les outils gratuits, qu'on va répondre à tous vos besoins et vous aider pour le mieux parce que c'est vraiment l'objectif. Oui, Jean-François. Merci Virginie. Avant de conclure l'atelier, si vous êtes tous encore présents, surtout ceux qui sont à distance, qu'on ne voit pas, si vous voulez juste retourner sur votre petit téléphone et puis avoir la gentillesse, parce qu'en fait, ces ateliers, c'est pour vous et donc c'est important pour nous de savoir votre ressenti, d'avoir votre feedback. Et donc, pour avoir votre feedback, on vous propose donc à nouveau sur Slido avec le code 335402 de répondre à la question votre ressenti, satisfaction sur cet atelier. Est-ce que ça a répondu à vos attentes sur moi, dirigeant, leader de la transformation? C'est important d'avoir vos retours là-dessus. Et je laisse Virginie conclure cet atelier. Merci Jean-François. Donc moi, j'ai pas voté, vous l'avez vu, je vais pas trafiquer l'appréciation. Moi, je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver nombreux le 19 octobre. J'espère vraiment que ces ateliers vous sont utiles. Et si jamais dans les 9 ateliers, on était passé à côté d'un thème qui vous est utile, merci de nous le dire. Ces ateliers, ils sont faits pour vous et ils sont faits pour la transformation de vos cabinets. Merci à tous de votre
attention et je vous dis au 19 octobre pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.